La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 22. Arrakis. L'après-midi touche à sa fin lorsque nous arrivons en vue de l'aubergeresse du Poney Royal. Ce n'est pas la première que nous croisons, mais celle-ci sera la halte de mes baltringues de compagnons pour la nuit. Dans la cour, protégée par de hauts murs de pierre et de bois, s'affairent plusieurs garçons d'écurie qui courent dans tous les sens pour s'occuper des bêtes, du fourrage et de l'eau. La bâtisse est composée d'un imposant bâtiment principal, avec les cuisines, la salle de restauration et les chambres, et de nombreuses annexes. Une forge, une grange et divers ateliers plus modestes. Il y a également un puits, alimenté par le canal qui longe la route et qui dessert des abreuvoirs et des lavoirs. Des gardes surveillent les allées et venues des personnes présentes, les uns patrouillant sur le chemin de ronde, en haut des murailles, les autres postés à l'entrée devant les lourdes portes qui clôturent l'aubergeresse. L'un d'eux vient accoster ma sœur. « Bonne soirée, voyageur !» Elle lui répond, en inclinant la tête de courtoisie. « Bonne soirée, sentinelle. Nous désirerions 3 chambres pour la nuit, s'il vous plaît. »« Je vous invite à aller voir le patron, là-bas. C'est un petit monsieur barbu, » explique-t-il en désignant du menton la plus grande des bâtisses. « Passez aux écuries pour vos montures. Bonne soirée !» L'homme s'approche ensuite d'un couple derrière ma sanglier, tandis que nous nous engageons et traversons la cour. Après avoir déposé leurs chevaux à un jeune phénix un peu bedonnant, mais gentil et appétissant, nous nous dirigeons vers l'auberge. Les loups poussent la porte, et aussitôt le fumet de la nourriture chaude sortant des cuisines envahit mes sens. Bon, je vais pas vous faire un cours de biologie, mais les araignées n'ont pas de narines à proprement parler. Mais vous inquiétez pas, nous percevons quand même les odeurs et les phéromones par d'autres moyens. La pièce est vaste, chaleureuse, avec un haut plafond aux poutres apparentes, où pendent de vieilles toiles d'araignées des maisons, que je m'empresse d'aller saluer d'ailleurs. Un feu brûle dans une cheminée sur la droite, où d'immenses bûches flamboyantes se tassent légèrement, en faisant jaillir une fontaine d'étincelles. Au fond de la salle de réception se trouve un bar, et l'escalier qui mène aux chambres à l'étage. L'atmosphère est guillerette. Un barde chante pour l'assemblée, les chopes s'entrechoquent et le bruit des cuillères et des couteaux résonne dans les assiettes en terre cuite. Ma sœur cherche du regard le petit bonhomme barbu et le déniche, affaré, derrière un pupitre, sur un tabouret qui semble bien trop grand pour lui. « Bonsoir, patron. Nous désirons 3 chambres simples pour mes compagnons et moi-même. » Chétif, menton pointu avec une barbiche mal taillée, teint hâlé à la limite du sale, yeux étroits, l'aubergiste Phénix, assez âgé, la dévisage d'un œil rond. « Oui, je dois voir ça !» dit-il rapidement en feuilletant ses papiers. « Oui, voilà !» Il se retourne, prend des clés et les lui tend. « 2e étage, 3e, 4e et 6e porte à droite. Le repas est en train d'être servi. Si vous voulez une gamelle, dépêchez-vous d'aller réserver un siège. Bonne soirée !» La rôdeuse saisit les clés et le remercie, mais il ne l'écoute déjà plus, son attention s'étant reportée sur la liasse de feuilles entassées sur son bureau. « Allez, allons trouver un endroit où poser nos fesses !» s'exclame-t-elle en désignant du doigt, pour ses camarades, les grandes tables qui trônent dans la salle. Il reste encore beaucoup de place, l'aubergeresse est peu remplie ce soir. Nous nous installons à une grande table de bois brut, près de la cheminée. Lilou s'assoit entre Okami et Eridan. Tiens donc, quelle coïncidence! Et je grimpe le long du mur et m'y plaque, profitant de la chaleur de la pierre. D'ici, j'aurai une bonne vue d'ensemble sur la salle. Les serveurs, des phénix pour la plupart, slaloment entre les tables, en portant des plateaux chargés de victuailles fumantes. L'un d'eux, une jeune femme aux joues rouges et au tablier taché, dépose devant mes camarades d'aventure des écuelles de soupe épaisse, du pain noir encore tiède et des tranches de lard grillé qui sentent divinement bon. Je lorgne sur les assiettes, calculant mentalement laquelle je pourrais piquer sans me faire remarquer. Autour de nous, les conversations fusent. Un groupe de marchands discute prix et itinéraire. 2 guerriers comparent leurs cicatrices en riant. Et dans un coin, un couple se murmure des yeux doux que je capte parfaitement avec mes sens aiguisés. Bah. Eridan mange avec appétit, sans façon, commentant la qualité du repas avec un sourire satisfait. Okami, elle, découpe sa viande avec une élégance qui fait passer ma sœur pour une paysanne. Ce qu'elle est, remarquez, mais ça l'énerve quand même, je le sens bien. Lilou, justement, tripote son pain en essayant de ne regarder ni l'un ni l'autre, mais ses yeux la trahissent. Il dérive vers les joues de la Séraphin, puis vers les mains d'Eridan, avant qu'elle ne se reprenne et fixe désespérément son assiette. Je manque de m'étouffer de rire,
Cette pauvre belette est dans une merde noire, et elle ne s'en rend même pas encore compte. Je ricane intérieurement. Ce voyage va être tellement divertissant. Après ce copieux repas, les membres de notre petit groupe d'extermination, si je peux nous qualifier ainsi, montent se coucher les uns après les autres. Eridan bâille bruyamment en étirant ses vieilles articulations. Okami récupère gracieusement sa clé et nous souhaite une bonne nuit d'une voix douce qui fait encore rougir ma sœur. Pathétique. Splinter la suit. Une fois que tout le monde a disparu dans l'escalier, les loups se tournent vers moi et m'accompagnent dehors. Les aînés comme moi ne sont pas admis dans les chambres, à moins d'être de petite taille comme Splinter. Pfff, baltringue de chat qui a bien de la chance. Je dois donc aller crécher à l'extérieur ou à l'écurie. Franchement, ça ne me dérange pas trop en fait. Les chambres d'auberge puent la sueur, la crasse et les draps mal lavés. Au moins dehors, l'air est frais. Tandis que je franchis les portes d'un bond souple, les loups sur les talons, je repense un peu à ces nouveaux compagnons. Okami est aussi gentille et calme que le sous-entend la couleur de ses ailes. Franchement, elle est tellement douce et bienveillante que ça en devient presque suspect. Mais bon, j'ai bien vu comment ma sœur la t'aimant en douce. Je ne peux pas lui en vouloir. La Séraphin est canon avec ses formes généreuses, ses ailes immaculées, et ce petit air angélique qui donne envie de... Enfin bref, vous voyez le genre. Même moi, si j'avais des hormones qui fonctionnaient comme chez les humains, je craquerais probablement. Mais là, c'est juste objectif, hein. Je constate, c'est tout. Eridan, lui, c'est une autre paire de manches. Le vieux a l'air d'être un bon gars, un peu bourru mais réglo. Évidemment, je me suis renseigné sur son compte hier. Vous pensiez quand même pas que j'allais laisser ma frangine adorée partir en vadrouille avec le premier baltringue venu. Je suis une araignée, pas une idiote. Il a un passé plutôt croustillant, le bougre. Le genre de truc qui donne envie de creuser un peu. Mais surtout, il a de l'expérience. Ça se voit direct. Reste à voir ce qu'il vaut vraiment sur le terrain quand ça chauffe. Mais au moins, manier l'épée, c'est pas ça qui lui fera défaut. Et cerise sur le gâteau, il fait complètement vriller les loups. Les petits regards en coin, ses joues qui rosissent quand il lui parle. Ha ha ha. Partin. Je sens que les semaines à venir vont être savoureuses. Entre tensions sexuelles et montée d'hormones, je vais me régaler. Une fente cruelle se dessine sur mon visage. Et je serai naturellement là pour en rajouter une couche et enfoncer ma chair rôdeuse au plus profond de sa honte. Pourquoi souris-tu ainsi, Poussinette? À quoi tu penses? Je fronce mes nombreux yeux verts, luisants de malice. À rien, sœurette. À rien. Oui, tu m'en diras tant. Ses prunelles se posent sur moi et brillent à leur tour d'une certaine espièglerie. Alors comme ça, le chat et toi êtes amis maintenant? Me demande-t-elle innocemment. Je fais l'amour. Yep, il est pas si casse-glande qu'il en a l'air finalement, même s'il me couffle sévère à essayer de deviner sans cesse mes pensées. Mais t'es caté, je gère. Quand il devient trop relou, j'ai de bons arguments pour le remettre à sa place. Elle me sourit. Et puis, c'est le compagnon de ton baron, continuai-je en haussant ce qui me sert d'épaule. Alors il fallait bien qu'un jour ou l'autre je finisse par le blairer. Oui, mais il t'en aura fallu du temps. Peut-être autant qu'il t'en faudra à toi pour que tu ne rugisses plus comme une tomate face à ton preux chevalier ou à ta belle Clairesse, ricanai-je. Elle pince les lèvres alors que je me rhabille de mon sourire carnassier habituel. Allons, belette. Okami est une belle femme, on ne peut pas le nier. Et Ridan est plutôt beau gosse aussi. C'est normal que tu les kiffes. Je les kiffe pas! Se récrie-t-elle, d'une voix faussement énervée. Arrête, j'ai vu comment tu les dévores des yeux. Je les dévore pas des yeux! Ouais, moi je suis la titan de l'amour. Allez, va te pieuter, ça vaudra mieux pour toi. Le voyage ne fait que commencer. Elle grimace comme une petite fille vexée et se retourne d'un bond. Amusée, j'ai l'impression d'entendre nettement ses pensées. Je ne les dévore pas des yeux, n'importe quoi. Une fois qu'elle a disparu dans le bâtiment, je reste un instant immobile, à fixer la porte close. Le voyage ne fait que commencer. Combien de voyages ai-je déjà fait à ses côtés? Combien de départs? Combien d'arrivées? Mes pattes se crispent légèrement sur la terre battue. Je secoue la tête pour chasser ces pensées inutiles, m'étirant en bâillant bruyamment, puis tourne les talons. Je prends la direction des écuries et y pénètre en poussant la lourde porte qui la ferme. Le garçon ventru, couché sur un nid de paille propre à l'entrée, se redresse sur son séant. Ses yeux, encore tout collés de son réveil, battent des paupières tel un oisillon.
Je lui souris et lui somme de se rendormir, lui expliquant que je n'ai besoin de rien. Aussitôt, le gamin se pelotonne sur lui-même et se rendort. Je salue discrètement les aînés présents ici, les chevaux, puis les ânes, et monte le long de la colonne centrale avant de m'installer, céphalothorax en bas, accroché par mes pattes velues, aux poutres de la grange. « Tu es une tarancasse, n'est-ce pas ?» La voix de la renarde est cristalline. Juste en dessous de moi, je vois la tête qui émerge d'un box, habité de 2 canassons. La canin, à la robe rousse et tigrée de blanc, est couchée en boule sur une petite tablette recouverte de paille. Elle a le museau fin et long, de grandes oreilles tournées vers moi et de splendides yeux bleus. En effet, renarde, je suis une tarancasse, lui réponds-je en souriant. La canin se redresse et s'assoit, un sourire sur les babines. Je m'appelle Kubi. Eh merde. Il va falloir que je fasse ma sociale si je veux crécher ici. Arrakis. Ravi de faire ta connaissance, Kubi. Je viens du grand désert, entre les collines bleues et votre domaine, les jungles d'Azami. Je suis tellement fier de rencontrer un membre de votre espèce. Elle incline solennellement la tête devant moi. Ne vous en faites pas, ça arrive souvent. Les tarancas sont rares, mais notre réputation nous précède malheureusement toujours. Et comme je peux pas tuer et bouffer tous ceux que je croise et qui me cassent les glandes, bah j'accuse le coup et fais style d'être gentille. Eh bien voilà, Kubi, tu as rencontré une tarancasse, en chair et en chitine. Elle remue la queue, et je reprends. Et toi, que fais-tu ici? Tu es suffisamment petite pour dormir avec ton ou ta sanglier à l'auberge, non? En effet, mais je préfère les écuries. Comme ça, je garde un œil sur nos chevaux. Elle désigne les 2 animaux qui mangent le foin d'une mangeoire dans le box. Ah là là, que seraient les humains sans le canasson? Soupirai-je. Pas grand-chose, à mon avis, me glapit-elle tout sourire. Et ton sanglier, il est marchand? Nop, c'est une aventurière, et on part cartonner du Kirk à l'ouest. Elle frissonne. Oh, vous avez bien du courage pour affronter ces viles créatures. Pfff. Encore un de ces baltringues d'aînés qui se vautrent dans la tranquillité de la vie de leur sanglier. Pitoyable. Je me recroqueville sur mes pattes et ferme les yeux, en espérant qu'elle comprenne que j'en ai ras les glandes de discuter de la pluie et du beau temps avec elle. Et tu n'as pas peur de perdre ta sanglier dans un combat? Un silence. Plus long que je ne l'aurais voulu. Quelque chose se resserre dans mon céphalothorax, comme une vieille blessure que l'on aurait rouverte d'un coup sec. Je soupire d'exaspération, pour masquer quelque chose. Ma sœur est une Stromon. Elle bouffe du Kirk tous les matins, répliquai-je, peut-être un peu trop sèchement. Et puis, si elle y passe, eh bien, c'est la vie. Je continuerai mon chemin. Sans voix, la renarde ouvre de grands yeux ronds de surprise, horrifiée par mes paroles. Je secoue la tête de dédain et reprends d'un ton terriblement froid. Nous autres, aînés, savons parfaitement que les humains à qui nous nous lions partiront avant nous. Alors, qu'elle parte de vieillesse, rabougrie au fond d'un lit, ou dans les flammes d'une bataille ne changera rien. Et, telle que je connais ma sœur, elle préférerait largement mourir les armes au poing. Kubi baisse les oreilles. C'est vrai, murmure-t-elle. Mais je ne veux pas y penser. Si Toruna disparaissait, je ne sais pas comment je le supporterais. Et si je le supporterais. Les blessures de l'esprit sont comme les blessures du corps, récitai-je, comme un vieux mantra à quoi me raccrocher. Elles guérissent. Lentement, mais elles guérissent. Je ferme à nouveau les yeux. Mais cette fois-ci, ce n'est pas d'agacement. Ma mâchoire se crispe. Des souvenirs refluent dans ma mémoire comme un fleuve débordant de son lit. Ils m'inondent et emportent tout sur leur passage. Émotion, regret, volonté. J'ai l'impression de me faire broyer par ce nom qui résonne comme un cor de guerre dans ma tête. Lyria. J'entends encore ses supplices et la tristesse perlant de sa voix d'ange. Ses iris larmoyants m'implorant de la sauver. Elle était jeune et belle, à genoux devant moi. Mais elle allait mourir, et je n'y pouvais rien.
Son fil avait été rompu. Et personne ne peut survivre à une âme rompue. Lyria, je suis désolé. Encyclopédie des savoirs anciens. Les aubergeresses. Les aubergeresses sont de véritables petites forteresses dédiées au repos des voyageurs. Construites le long du chemin vert et du chemin jaune, ces établissements sont espacés d'une vingtaine de kilomètres les uns des autres, soit une journée de marche à pied. Ils furent édifiés à la demande des flambellants de Masquiria et de Massuna, à la suite du grand hiver de l'an 2010. Chaque aubergeresse est dirigée par un patron. Généralement, ce poste est racheté par des anciens employés ou hérité de père en fils, ou de mère en fille. Ces derniers vivent principalement des subventions versées par les cités qu'ils relient. Ces contributions servent à entretenir les bâtisses et à payer les gardes, qui assurent la sécurité de la place, les trappeurs, qui s'occupent de chasser et de se procurer des vivres pour les repas, ainsi que les serveurs, dames de chambre, cuisiniers et garçons d'écurie. Masquiria et Massuna ont tout intérêt à maintenir ces établissements en bon état. Sans eux, les voyages deviendraient si dangereux que le commerce cesserait presque immédiatement entre les deux villes. Et sans commerce, point de richesse, ni de nourriture. Massuna dépendant énormément des champs de céréales du mi-temps pour alimenter sa population. Les tarifs des prestations sont fixés par les cités, toujours à des montants abordables, même pour les plus modestes. Quant aux plus pauvres, s'ils ne peuvent s'acquitter du prix d'une nuitée, ils peuvent néanmoins dormir gratuitement dans les granges, à même le foin. Les aînés de grande taille sont également accueillis et nourris dans les étables prévues à cet effet. Les aubergeresses offrent donc le gîte, sous forme de chambres individuelles, doubles ou communes pour les moins aisés, ainsi que le couvert. Le repas du soir et le petit déjeuner sont compris dans le tarif. Ces derniers se prennent généralement dans une salle commune, où tous les voyageurs mangent ensemble. Dans l'enceinte de l'établissement, des artisans louent leurs services. Forgerons, cordonniers, tisserands, herboristes ou chasseurs permettent aux aventuriers de renouveler leur stock ou de réparer et de remplacer leur équipement endommagé. Au vu du succès de ces relais, un grand projet de construction est en cours entre Masquiria et Las Crosses, la Croisée, première ville à l'est de la cité de Pierre. Cette entreprise ne manque pas de susciter l'inquiétude des transporteurs fluviaux de la région qui y voient une menace directe pour leur commerce. Par Sir Daredon, maître du savoir de Massilia.